plateau du contrat social Blanc Constant et Barapéa, docteur et politologue. Avec lui, nous essayerons d'analyser les défis du quinquennat nouveau du président Denis Sassou Nguesso. Quels sont les défis des hommes qui peuvent constituer l'équipe gouvernementale? Quels sont les sujets urgents et prioritaires qui doivent être à la table? Est-ce que le président changera-t-il son management? Autant d'interrogations que l'opinion publique se pose. Et ce soir, avec le politologue, nous en discutons. Bonsoir, docteur. Bonsoir, madame. Bienvenue. Merci pour cette nouvelle invitation. Bonsoir à vous, chers internautes de Téléka Média. C'est toujours un réel plaisir pour nous de vous avoir. Docteur, ce nouveau quinquennat s'ouvre avec des enjeux de taille. Selon vous, comment doit s'opérer la sélection des hommes du Premier ministre jusqu'à l'ensemble de l'équipe gouvernementale? Bien, merci beaucoup. Il est vrai que le président candidat sortant vient d'être gratifié d'un nouveau mandat sous réserve de la confirmation par la Cour constitutionnelle qui est le juge électoral. Bien sûr. Mais je ne pense pas que le juge constitutionnel dirait le contraire, sauf opération du Saint-Esprit. Donc on pourra dire qu'il vient d'être crédité d'un nouveau mandat. Alors, il va pouvoir qu'il fasse un casting pour la conduite la conduite des institutions pendant ce quinquennat. Alors, la question est de savoir comment va s'opérer le choix des hommes, des hommes qui vont l'accompagner. Bien, il faut savoir que le choix des élites qui accompagnent le président de la République dans son mandat est du ressort de sa discrétion. Ça veut dire que nous ne pouvons faire que des spéculations, mais c'est de sa discrétion. Ça relève de sa discrétion, de son pouvoir discrétionnaire. Mais en tant que citoyen, on peut quand même avoir un regard, puisqu'en réalité, bien que ce soit de sa discrétion, mais ces personnalités qui vont occuper des fonctions politiques ou politico-administratives, les actes qu'ils poseront auront un impact direct sur notre vie, voire la vie de nos enfants, pourquoi pas de nos petits-fils. C'est pourquoi, en tant que citoyen, on peut avoir un regard sur ce qu'il fait. Alors, le choix de personnes qui vont l'accompagner. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on ne garde pas qui perd. On ne conserve pas l'équipe qui perd. On change l'équipe qui perd. Alors, au regard de la conduite des institutions, depuis 2016, j'ai pu aller au-delà, mais je commence avec le 2016 parce que 2016, c'était un nouveau bail avec un nouveau instrument, la constitution, du changement de la constitution, qui a donné naissance à une nouvelle république. Alors, on peut partir de 2016. De ma conviction de citoyen, nous constatons que il n'y a pas eu de changement majeur et les attentes des citoyens en ce qui concerne le social n'ont pas été comblées. Alors, il revient donc au président de la République d'opérer des choix à la fois stratégiques en s'appuyant sur un personnel qualifié pour que ce mandat qui vraisemblablement ou à y regarder de loin est le dernier, puisse être un mandat à travers lequel va rentrer dans l'histoire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne pense pas la pertinence de conserver les gens au gouvernement pendant 20 ans, 30 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans au gouvernement, alors que les résultats sur le terrain ne sont pas là. Moi, je vois sur les réseaux sociaux comment les gens sont en train de gesticuler, mais ça sort toujours des laboratoires politiques, hein. Pour dire telle ou telle personne, Premier ministre, il faut le conduire celui-ci, il faut amener telle personne. Moi, je pense que dans son équipe actuelle, je ne vois pas un Premier ministre. Je ne vois pas un Premier ministre qu'on peut prendre dans son équipe actuelle. Parce que ces Premiers ministres, c'est-à-dire des ministres qui sont là, qu'on peut enlever Makosso pour remplacer par un autre qui a toujours été au gouvernement, chacun a un bilan en tant que ministre. Et on voit le bilan en tant que ministre.
L'arrivée de ce ministre d'un ministre qui était un ministre ordinaire à la primature ne changera pas grand-chose. Donc, en l'état actuel des choses, il faudra que le président, j'ai dit, on ne conserve pas l'équipe qui perd. Ces ministres ont montré des limites dans leur gestion et je ne vois aucune pertinence de nommer un ancien ministre qui deviendra premier ministre ou conserver celui qui est là. Il faut donc chercher des nouvelles figures. Où les chercher? Mais ils sont au Congo, ils sont dans la diaspora, ils sont dans son parti. Mais vous n'allez pas insulter les Congolais pour dire que les plus méritants ou bien les plus qualifiés, c'est ceux qui sont là. Non. Vous savez, Madame Abiala, nous sommes à une période cruciale. Si on ne fait pas attention, la période cruciale dont je fais allusion, c'est que le président est sur le point de céder les Templiers, constitutionnellement parlant. Ça veut dire que, même si j'ai des doutes quand même, ça veut dire quoi? Qu'après 2031, le président devait s'arrêter là. Et il y aura donc une retouche, une réchange politique. Il y a une classe qui partira, parce que le président part, il y aura toutes les classes présidentielles qui vont partir. Il y a une nouvelle génération qui arrive. Comment donc amorcer cette transition intergénérationnelle? Il faut donc des hommes de qualité. Or, si nous ratons cette échéance, ça sera encore un nouveau rendez-vous manqué. En 1960, lorsque nous arrivons au pouvoir, déjà on prend 58, 59, le premier gouvernement de Yulu, vous avez un monsieur qu'on appelle Valentin Tombé. Père son âme, puisque j'ai appris qu'il est décédé. Je suivais le témoignage de monsieur Valentin Tombé. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit quand il a été nommé ministre d'État, il s'est mis à pleurer. Pourquoi? Parce qu'il ne se met pas à la hauteur. Il avait, je crois, le niveau CP2 ou C1. Ça dit de lui. Il dit, mais je devais faire quoi comme ministre d'État? On me donnait un matin comme ça, on me donne ministre d'État. Je devais faire quoi? Et nous avons vu la gestion de cette période. Comment l'État a été géré? Alors, on a vu la fin de ce système. Massamba Deba est arrivé. Si aujourd'hui on crédite à Massamba Deba le fait qu'il a été un bon gestionnaire, il a mis un peu des entreprises, il a fait tout ce qu'on met à son crédit, c'est parce que Massamba Deba, contrairement à Yulu, s'est appuyé sur les technocrates, sur les élites de toute nature. Vous avez le professeur Passal Souba comme premier ministre. Vous avez Noumazalaï, dans son gouvernement, Noumazalaï devait avoir une décence ou une maîtrise à l'époque. Donc c'était des élites hautement qualifiées. Donc, si le président ne confie pas le sort, et c'est un peu de faire, là, de se libérer, de se débarrasser des politiciens purs, qui ne sont là que pour agrandir le ventre, aucun résultat sur le terrain, ça sera compliqué, il faut que nous manquions ce rendez-vous. On a manqué ce rendez-vous avec l'arrivée au pouvoir du président Myron Gbagbo. Nous y reviendrons, puisque nous en parlerons un peu plus tard. En 97, on sort d'un conflit, on a manqué ce rendez-vous qui était crucial parce qu'on était la fin d'un siècle et le début d'un millénaire. On pouvait penser déjà à ce moment-là de mettre sur pied les bases. Avec quel type d'homme? Nous avons vu que c'est le règne des politiciens qui se poursuit. En 2016, on a vu. Donc là, le président est à un rendez-vous avec l'histoire. Crucial. Il faut donc savoir négocier cette transition. Et je ne pense pas, et je ne vois pas pourquoi on doit reconduire les mêmes qui ont échoué. On a eu, si vous prenez le mandat, il y a certaines personnes qui peuvent sortir du lot. Mais on a eu le mandat, regardez sur le plan social. Qu'est-ce que ça a donné quoi? Le mandat. Et il y a eu un message pendant l'élection. Vous avez vu le taux d'abstention très élevé, même si les propagandistes nous disent qu'il y a eu 86%. Les 86% là, c'est où? Puisque nous sommes à Talanga, nous sommes ici, on a vu, c'est où? Les chaînes étrangères qui étaient là nous ont parlé de taux de plus de 90% de taux d'abstention. Les Congolais sont restés chez eux. C'est un message qu'on a envoyé et l'ordre gouvernant doit tenir compte de cela. Donc, le premier signe de la réussite de son mandat ou non sera observé sur la base à l'aune du gouvernement qui mettra en place. Mais si lorsque nous voyons
les spéculations qui se font sur les réseaux sociaux, qui sont en réalité le fruit de ces élites au pouvoir, c'est les ministres qui sont au pouvoir, qui essaient de lancer le ballon, laisser pouvoir la réaction. On a vraiment du mal à essayer parce que vous ne voyez pas toute proposition on peut faire Premier ministre. Vous voyez, dans la plupart des cas, les mêmes sont reconduits. Alors, c'est pour faire quoi? Donc, il revient au chef de l'État d'être froid. L'État, c'est un monstre froid. Qu'il se débarrasse, je l'ai dit ici, qu'ils disent au moins, voici les 5 ans pour servir l'État désormais. Il a servi sa parentèle, aussi bien familiale, amicale et autres. Il a servi ses amis militaires. Il a servi tout le monde. Pendant 40 ans, il a servi les individus. Il faudra que, pour ces 5 prochaines années, qu'ils choisissent les Congolais. Ils sont nombreux. On peut les trouver à l'étranger, on peut les trouver ici. La preuve, je prends un cas simple. Nous, on a un cadre qui est sorti, qui était cadre quelque part à l'UNESCO, M. Matoko, par exemple. Mais comme lui, Edouard Matoko? oui, M. Matoko, par exemple, c'est un cadre qui est là. Alors, qui a de l'expérience internationale. Ils sont nombreux, il n'est pas de seul, ils sont nombreux. Alors, on peut les mobiliser, même ici à l'intérieur. Et il doit mettre l'accent sur le volet moral. D'ailleurs, il a parlé de la moralisation de la vie publique. C'est là où les Congolais l'attendent. Quel type de ministre il va nous présenter? Mais s'il reconduit les mêmes, qu'il a traité des voleurs au boulevard, parce qu'on disait honte à ceux qui honte aux voleurs, honte aux corrompus, il ne s'adressait pas à la foule. Il s'adressait aux classes présidentialistes qui l'accompagnent, qui étaient autour de lui, qui sont autour de lui jusqu'ici. Nous allons donc voir le concret. Le message, le discours séducteur de l'élection est terminé. Il faudra qu'il revienne sur terre et qu'il mette sur pied une équipe capable de technocrates, un premier ministre technocrate, de préférence économiste, qui a une personnalité. Parce qu'il faut tenir compte de ces critères. Si vous avez un premier ministre qui tremble devant comment vous appelez, les pontes du régime, parce que s'il ne fait pas ceci, il ne fait pas telle constitution, on va le chasser de la primature. Donc, si vous faites venir un homme de pouvoir et non un homme d'action qui est capable de rendre le tablier, si ça ne marche pas, en ce moment-là, on va continuer à patauger et non accélérer la marche. Docteur, des figures de l'opposition ou de la société civile comme Joseph Kinyubi-Kiambungu, Dave Mafoula, Vivien Manangou, Destin Gavé pourraient-elles intégrer ce nouveau gouvernement? Bien. Je pense que cette approche manque de pertinence. Pourquoi vous le dites? Ces compatriotes se sont identifiés, s'affichent, revendiquent le statut d'opposant. Il y a eu une élection organisée à laquelle ils ont pris part en tant qu'opposants. C'est vrai que la loi sur le statut de l'opposition indique clairement qu'un opposant peut intégrer le gouvernement. C'est vrai. Mais il faut faire attention. Ici, nous avons un parti politique avec ses alliés qui a gagné les élections. Bien organisé, mal élu, là n'est pas le problème parce que les institutions ont confirmé que c'est lui qui a gagné les élections. Même en dehors de ça, moi je ne vois pas quel candidat là qui a gagné l'élection. Sérieusement. On peut contester peut-être le taux de participation. Mais dire que quelqu'un a gagné, a battu le président Sassouret, je ne vois pas qui. On les a vus nulle part. Ils ont accepté d'accompagner le président. Donc, c'était un parti qui a gagné les élections. Il lui revient de redistribuer les positions de pouvoir, les positions de position politique à ceux qui se sont battus pour arriver au pouvoir. Maintenant, pourquoi est-ce que les opposants vont pas faire partie de ce gouvernement? Nous ne sommes pas dans un gouvernement d'union nationale. Nous ne sommes pas non plus dans un gouvernement de coalition où à la suite d'une élection, il y a eu peut-être une crise. Bon, il faut mettre les gens ensemble pour travailler ou bien nous ne sommes pas dans une transition. Qu'ils attendent, qu'ils se battent pour arriver au pouvoir. Donc, rentrer dans cette transaction collusive où les gens qui ont été candidats, puisque nous entendons, tel en train d'attendre la poste au gouvernement, tel en train d'attendre la poste au gouvernement, mais dans ce cas-ci, il fallait aller publiquement. Bon, peut-être qu'ils vont chercher à se faire récompenser parce qu'ils ont accompagné le président Sassou qui risquait d'aller seul à l'élection. Ils ont accepté de jouer le jeu malsain d'accompagnement. À partir de ce moment-là, ils attendent la récompense. Sinon, comment on peut expliquer que
Trump a gagné ses élections, bon, Obama veut dire être président ou bien Joe Biden ou qui je sais, veut être ou Madame Clinton, veut être un poste dans ce gouvernement. Ça n'a aucun sens. Il faudrait que nous soyons des hommes, il faudrait que nous ayons des leaders politiques, des opposants vrais. Ça veut dire quoi? De la trompe de Laurent Gbagbo et Tshisekedi. C'est-à-dire, vous luttez pour arriver au pouvoir, même si cela dure. Ça prend 5 ans, 10 ans, 15 ans. Laurent Gbagbo a pris autant de temps pour arriver au pouvoir. Vous n'allez pas aller, vous n'allez pas chercher à négocier en sous-main l'appartenance à un gouvernement que votre adversaire a gagné l'élection et vous contestez. Alors, si le président Sassou le fait, je sais que constitutionnellement, ce n'est pas interdit, mais nous parlons ici de la symbolique. S'il le fait et qu'il intègre ses opposants d'hier ou ses accompagnateurs d'hier dans son gouvernement, alors pourquoi ne pas accepter l'idée de la transition que les autres lui ont proposée, que les John Mathias, les Clément Mirassa lui ont proposé. Et Destin Gavé également, qui propose aussi une transition. Ça, c'est une incongruité pas possible. Comment vous avez participé à une élection avec quelqu'un, la personne vous a battu, vous demandez la transition. Il faut être conséquent. Il faut être cohérent. Si vous voulez la transition, n'allez pas aux élections. Parce qu'en allant à l'élection, il a accepté les règles du jeu, il était à Djambala. Lors de la concertation. Il a accepté les règles du jeu. Maintenant que l'autre vous a battu, et vous voulez qu'on ait une transition. C'est quelle incongruité ça? Ça n'a pas de sens. Maintenant, si dans cette transaction, il veut rentrer au gouvernement, bon, ça c'est leur affaire, moi je ne rentre pas dans ça, mais je pense que nous ne sommes pas dans un contexte de coalition, un gouvernement de coalition ou bien un gouvernement d'union nationale pour que les opposants rentrent au gouvernement. Docteur, le président ne se retrouve-t-il pas face à un dilemme arbitré entre la récompense politique de ceux qui l'ont soutenu et la nécessité de choisir une nouvelle élite de résultats? Mais c'est ça tout le problème du président. C'est ça tout le problème du président Sassou. Parce que le management politique du président de la République est basé sur la récompense. Je vous disais ici que on a raté le départ en 1960 parce que la qualité de l'élite n'était pas celle qu'on a souhaité, n'était pas au niveau, n'était pas de qualité, oui, n'était pas au point. La qualité de l'élite était médiocre. Avec le président Yolo, je vous ai parlé de M. Valentin Tombé. Il faut faire la sociologie de ces élites. Le professeur Célestin Nyama, qui a travaillé aussi sur la question, pourra confirmer ce que je dis. Mais c'est Massamba Deba qui vient rectifier le tir. Avec la révolution, en s'appuyant sur les Ebouka Babakas par la ministre, pas de son père. Sur une élite où à la fois intellectuelle, vous avez les technocrates, vous lisez par exemple les Basengi Sanganga, les voix du politique au Congo, ou bien Gaston Jonas Kivumbidila, ils ont effectué dans leur travaux des tableaux. Vous allez voir, bon, il y avait tant de politiciens, tant de technocrates, tant d'universitaires, et ceci. Les résultats sont là. On voit que Massamba Deba, les résultats sont là. Mais le problème avec le président Marien Ngouabi, c'est que quand le président Marien Ngouabi accède au pouvoir, va naître cette question d'allégeance, de récompense des allégeances. D'où le mal aujourd'hui. Mais ça continue. Ça continue. Où la propagande partisane va prendre le dessus. D'ailleurs, le président Marien Ngouabi lui-même décriait ce fait. Parlons d'un monsieur, je ne citerai pas son nom, il disait que ceux qui sont montés trop vite doivent très vite redescendre. Parce qu'il avait constaté que dans le fond, il n'y avait rien. Il n'y avait que la propagande. On a fait monter des individus au sommet de l'État sur la base du bavardage, sur la base de la propagande. Et là, le problème continue. Vous allez vous retrouver que après 1979, l'année où le président arrive au pouvoir, il a constitué son cercle autour des allégeances et de la récompense. En récompensant ceux qui l'ont aidé dans son combat avec
le président Yombi Opango, nous sortons de la guerre du 5 juin dans une période cruciale où on rentrait dans le 3e millénaire. La fin d'un siècle, on rentre dans le 3e millénaire, c'était des enjeux. Mais malheureusement, cette occasion a été un rendez-vous manqué. Pourquoi? Parce que là aussi, il fallait compenser l'effort de guerre. Nous avons suivi les ministres, je ne sais pas son nom par respect pour lui, parce qu'il peut être mon père, qui froissait son collaborateur. Vous avez combattu, j'ai combattu, vous avez combattu, on en a vu. Et le président Sassou a consacré 5 ans de transition, qu'on appelle la transition flexible, pour récompenser l'aristocratie guerrière. C'est-à-dire ceux qui l'ont accompagné pendant les périodes troubles, voilà. 5 ans, c'est beaucoup. Et depuis 2002, nous voyons que ce gouvernement, les gros gouvernements qu'il met en place, c'est des gens qui viennent soit du côté de la parenté, soit les parents de madame, soit ses amis, soit les amis des enfants, soit, voilà. Et ses amitiés politiques. Or, une telle gouvernance qui n'est pas loin d'être patrimoniale, ça pose problème dans le développement du pays. Vous avez vu, parfois on a des problèmes, on dit on va arranger le village. Mais il ne faut pas confondre l'État et le village. Alors, là, il se retrouve. Et ici, le problème ici, c'est que nous sommes dans une période cruciale où il doit passer le témoin. Il a ouvert les brèches d'une telle perspective lorsqu'il a dit qu'il ne sera pas éternellement au pouvoir. Il faudrait donc qu'il se comporte en homme d'État, qui prenne de la hauteur. Qu'est-ce qu'il va laisser à ce pays? J'ai toujours posé cette question. Le président Biya au Cameroun a dit il voudrait rester dans la mémoire collective comme celui qui a apporté la démocratie au Cameroun et la stabilité. Mais le président Sassou, qu'est-ce qu'il veut que les Congolais retiennent de lui? Donc là, est-ce qu'il doit récompenser l'allégeance des gens qui ont fait du bavardage, qui ont fait du bruit pendant l'élection, vont dire qu'on a mobilisé? Et ce qui est curieux, c'est que tout le monde s'appelle cadre. Alors, c'est à lui de voir. Mais je dis encore que il y a des Congolais dans ce pays, à l'étranger, dans la diaspora, dans son propre parti, dans son propre entourage, il y a des Congolais qui peuvent faire l'affaire. Au lieu de présenter les mêmes figures pendant 30 ans, 25 ans, c'est pour produire quelle performance? Lorsque vous avez passé 25 ans dans une tour d'ivoire, 20 ans comme ministre, certains ne lisent même pas. Ça devient dangereux. Donc, il faut une récomposition de l'élite. Une récomposition de l'élite. S'il maintient ceux qui sont là, et tel que cela semble s'orienter, parce que quand vous voyez les figures qu'on présente comme Premier ministre, il n'y a pas de figure extérieure. C'est les gens qui sont là, dans l'appareil gouvernement là, depuis 15 ans, depuis 20 ans. Ça pose problème. Quelqu'un qui est rentré au gouvernement en 2002, nous sommes en 2025. Ça fait combien d'années? Nous sommes en 2026. 26. Donc, 23 ans au gouvernement. Pour quel résultat? Il faut réchanger, il faut le recyclage. Il faut l'alternance en termes du personnel politique. Parce que l'alternance individuelle apporte l'alternance des idées. Et ça permet à l'État, aux sociétés d'avancer. Mais s'il ne le fait pas, il reste dans ce carcan où, parce qu'il ne peut pas frapper ici, c'est le beau-frère, il ne peut pas frapper ici, c'est l'enfant de mon ami, il ne peut pas frapper ici, c'est la famille de madame, madame va taper une crise de colère, bon, il peut frapper parce que le grand frère m'a confié ce petit, il va passer celui-là, c'est l'oncle qui m'avait donné. On rentre dans une société bloquée et ça sera du patausage. En parlant de la mobilisation, docteur, nous avions vu les jeunes du PCT et d'autres organisations en première ligne durant la campagne. Comment interprétez-vous leur activisme et quelle place réelle peuvent-ils espérer dans l'appareil d'État? Bien. Je disais tout à l'heure que avec l'ascension au pouvoir, la création du PCT, en 69, 270, hein, parce qu'il peut être créé le 31 décembre. Donc le lendemain, nous sommes en 70. C'est que
on a mis plus l'accent sur la politique spectacle. Or, le PCT a été créé pour accélérer le processus d'intégration nationale et booster le développement. Mais très rapidement, on a constaté que ce parti est devenu non seulement un appareil de répression politique, mais aussi une structure qui héberge les opportunistes. Et vous voyez ces jeunes, consultez le profil de la plupart de ces jeunes. Moi, j'en connais qui ont échoué à Yaoundé 2, là, qui ont des diplômes scannés. Certains sont même à la SNPC, avec le diplôme scanné de l'université de Yaoundé 2, qui occupe les fonctions. Qui ont échoué là-bas, ont scanné les diplômes, ils ont échoué au BTS, partout. Et c'est ces petits-là qui sont arrivés ici au Congo, ils ont trouvé le refuge au PCT, qui est devenu un véritable pandémonium. Alors, et là-bas au PCT, tout le monde s'appelle cadre. C'est jeune. Non, nous sommes le cadre. C'est qui le cadre? Il faut savoir que nous avons deux catégories de cadres. Nous avons ce qu'on appelle les cadres de conception et les cadres d'exécution. Bien. Ces jeunes qui ont échoué à l'école, qui trouvent la mobilisation pour de la politique comme le chemin d'ascension sociale, viennent mobiliser quelques personnes sur fond de distribution ostentatoire des billets de banque, et à la fin pour dire que, bon, nous avons travaillé, il faut nous récompenser. Vous savez, nous avons vu le comportement qu'affichent ces jeunes-là. Je n'ai rien contre eux. D'ailleurs, ce n'est pas tous les jeunes qui sont comme ça, il faut les relativiser. Mais nous, on a vu certains produire des comportements pires même que ce que les vieux font. Par exemple, à Taranga, là, vous avez vu, certains leur ont demandé de mobiliser. Bon, on vous dit, trouvez-nous 100 personnes. Peut-être vous allez les payer le transport à hauteur de 3 000 ou 2 000. Quelqu'un va mobiliser les gens et puis il met les gens dans le bus et allez-y, je vous rejoins au boulevard, et après la personne disparaît avec l'enveloppe. On a eu des plaintes comme ça. Vrai ou faux, je ne sais pas, mais on a eu des plaintes comme ça, des gens qui sont venus revendiquer au siège du PC qui sont dans le quartier. Alors, une élite pourrie, d'abord quelqu'un qui triche à l'école, qui falsifie un diplôme. Vous pensez que la personne va faire quoi? Donc, c'est des gens qu'on ne peut même pas utiliser. Mais en dehors de ça, vous avez les jeunes à l'université, vous avez les jeunes dans d'autres structures, vous avez les jeunes qui, à l'étranger, il y en a. Est-ce qu'il faut prendre les propagandistes pour amener au sommet de l'État? Je vous disais tout à l'heure que nous avons les cas de conception et les cadres d'exécution. D'ailleurs, même quand vous avez des choses, vous êtes un cadre d'exécution. Les gens vont dire, bon, voilà, il est pédant. Non, il n'a rien à voir avec la pédanterie. C'est ça la réalité. Or, vous avez les jeunes formés. Là, moi, j'ai fait un stage au PCT. J'ai discuté avec les gens. J'ai fait un stage là-bas, je crois, de 5 ou 6 mois pendant que j'ai préparé mon truc. J'ai vu des jeunes compétents, des jeunes, mais qui n'ont pas de visibilité parce que parfois ils n'ont pas un parrain efficace qui peut les mettre devant de la scène. Donc, au sein du PCT, il y a des gens formés. J'en connais. J'ai des amis qui sont formés, mais qui malheureusement sont dans l'ombre. Soit parfois, ils ne veulent pas jouer le jeu de la propagande, soit parce qu'il n'y a personne pour les mettre au niveau de la scène. Donc ici, il ne suffit pas de clamer au effort qu'on est au PCT, bon, nous avons mobilisé. Il y a eu des semi-analphabètes qui ont mobilisé. Maintenant, sur cette base, vous allez faire quoi? Passer la mobiliser, vous donnez un poste de sous-préfet, ou bien vous l'amenez au Parlement. Semi-analphabète. Parce qu'il a mobilisé. Ah non, il faut qu'on soit sérieux. Le monde est en train d'avancer. L'Iran nous enseigne aujourd'hui. L'Iran forme, selon les dernières informations que j'ai vérifiées, pas moins de 200 000 ingénieurs par année. Et ce que l'Iran est en train de montrer à la face du monde témoigne de la pertinence de l'école, de l'éducation, de l'enseignement dans un État.
Docteur, restons toujours dans le cas de la mobilisation. Parlons des autres acteurs, à l'exemple de Dean Elvis Salisson, qui a fortement mobilisé avec son initiative, la GAE. Peut-on s'attendre à une récompense de leur poids politique dans la nouvelle configuration? Bien. Vous savez, je reste toujours sceptique vis-à-vis de la mobilisation. Pourquoi? Parce que les mobilisations se font souvent sur la distribution autoritaire ou bien ostentatoire des billets de banque. Mariam Wabi organisait les meetings ici, nous selon les témoignages que nous avons, les gens partaient de Texaco pour aller sur le meeting de Mariam Wabi sur donner sur le fond. Dans les années 90, puisque là on avait quand même on avait atteint une certaine maturité, là on pouvait juger, les premières élections libres, il n'y a pas eu de distribution d'argent, mais les gens venaient au meeting. Les gens venaient, les gens assistaient. Combien de jeunes se sont mobilisés derrière le président Sassou? Entre 92 et 80, c'était le sacrifice. Parce qu'on croyait aux idéaux. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Les mêmes acteurs politiques financent les individus, et ces individus, sur la base de ce financement, vont mobiliser les gens. Si vous donnez 2000 à quelqu'un dans un pays, dans une société qui croupit dans la misère, qui ne viendra pas chercher sa part, c'est 2000. Nous avons mené les enquêtes, on voyait qu'à la fin de chaque meeting ou chaque ceci, les gens se mettaient à côté pour distribuer les fonds. Bon, maintenant, est-ce que là, pour servir l'État, il faut forcément être au gouvernement? Je ne dis pas que le militantisme n'est pas rétributif. Ah non, il y a un lien entre le militantisme et la rétribution. C'est clair. Mais dans quelle configuration on va vous rétribuer? Surtout quand vous avez déjà effectué un passage au gouvernement. Alors, est-ce qu'on récompense le chef ou on récompense ceux qui étaient avec lui, tout quand on sait que le chef, c'est une équipe? Mais dans tous les cas, après une élection, on redistribue les cartes. On redistribue les positions de rente, les positions de pouvoir. Cela, il faut le dire avec honnêteté, n'est pas le fait seulement du Congo. Aux États-Unis, ils ont ce qu'on appelle le système de poll systems. C'est-à-dire, lorsque un chef arrive au pouvoir, il y a les postes administratifs qui lui sont déjà réservés pour récompenser ceux qui l'ont aidé à battre campagne, ceux qui l'ont aidé à accéder à la magistrature suprême. Ce n'est pas interdit et c'est légal. Maintenant, ici, il faut regarder la qualité de ces hommes-là. Nous sommes un pays dont les défis sont énormes, qu'il faut se battre pour extirper, je dis bien extirper, de la profondeur où il se trouve. Nous avons atteint le fond de la profondeur à tous les niveaux. Au niveau moral, au niveau éthique, ça sombre. Et je pense que dans la nomination de la composition de la future équipe gouvernementale, il faut que le président tienne compte de cette valeur, de la valeur morale. C'est lui-même qui a dit qu'il faut moraliser la vie publique. La moralisation de la vie publique va commencer par la qualité des acteurs qui vont mener au gouvernement. Mais c'est ceux-là qui seront directement un lien direct avec l'argent, avec la prise de décision, avec un certain nombre de choses. Donc, nous l'attendons là. Le président Denis Sassou Nguesso a adressé un message fort à la jeunesse, affirmant qu'il y a plusieurs manières de servir le pays. Comment cette vision va-t-elle se traduire concrètement dans les faits? Bien, c'est là où nous l'attendons. Il y a plusieurs, je l'ai dit tantôt, il y a plusieurs manières de servir le pays. Vous pouvez servir le pays étant enseignant à l'université, étant enseignant à l'école primaire, étant enseignant au lycée, étant enseignant étant infirmier, étant médecin. Il y a plusieurs manières de servir le pays. Mais la question qu'on se pose, même ceux qui veulent pour rentrer au gouvernement, qu'est-ce qu'ils apportent comme équation personnelle dans la résolution des problèmes sociaux que nous avons? Qu'est-ce qu'ils apportent? Quelle est leur expérience? Quelle est leur expertise? Pour servir le pays, vous n'êtes pas obligé d'être dans un gouvernement. Il faut apporter une valeur ajoutée. Mais bien entendu. Bien entendu. Quand vous arrivez au gouvernement, puisque tout s'aspire à être au gouvernement, ou être directeur d'un établissement public, l'objet, c'est la jouissance. Parce que on assiste au culte de Manon, c'est-à-dire la célébration fétichiste de l'argent roi. Et c'est ce qui nous entraîne dans ce que nous voyons. Le mamonisme.
le mamonisme, le culte de maman. Et là, comme les gens sont dans cette perspective, on rêve d'avoir des positions de pouvoir et des positions de rente, non pas pour servir l'État, mais c'est pour garnir et garantir les comptes en banque. Mais il faut que le président fasse attention qu'il soit méticuleux. Parce que ce dernier mandat qui s'apparente à être, le mandat qui apparente à être le dernier mandat, encore une fois, je ne suis pas totalement convaincu que ça soit le dernier mandat, je ne suis pas convaincu. C'est aussi le mandat le plus difficile. Ça sera le mandat le plus compliqué. D'ailleurs, je ne veux pas être lancé de mauvais augure, mais je dis déjà que ce mandat est programmé pour échouer. Ce mandat de président, ça sera le plus difficile à manager. Et il est programmé pour échouer. S'il ne fait pas attention, le mandat-là est programmé, ça sera le pire des mandats qu'il a connu depuis 2002. Maintenant, on va voir comment il va servir sa jeunesse. Et c'est eux qui ont donné le goût d'argent à ces jeunes. Le comportement est façonné parce que les jeunes ont vu comment les autres qui sont dans les instances de pouvoir se comporter. Il y a eu l'effet de contagion. Il faut qu'on dise que c'est le président qui est responsable, c'est son système. Il faut qu'il assume son système. Mais il ne faut pas nous laisser ce système-là en héritage. Il ne faut pas nous laisser le système où les gens confondent les biens publics et l'argent et le bien privé. C'est-à-dire une privatisation des biens publics. De manière orientée et au vu aussi de tout le monde, sans que personne ne soit inquiété. Et il dit honte aux voleurs. Parce que dans une république, les voleurs doivent avoir honte, ils doivent être sanctionnés. C'est ça le problème. Ils ont façonné cette jeunesse comme ça. Une jeunesse essentiellement tournée vers l'argent. Parce que les jeunes du quartier, ceux qui sont comme nous sortis des milieux défavorisés, voient comment leurs enfants se comportaient. Même s'ils n'ont pas fait des études, ils n'ont pas fait les brillantes études, ils n'ont sur l'argent et tout, les autres disent, ben, c'est notre pays à nous tous. Pourquoi ils doivent être privilégiés? Et c'est cette mentalité qui gouverne et qui gangrène notre société. Il doit l'éradiquer avant de partir. Sinon, ce serait le patate chaude qui va laisser à la République. Docteur, poursuivons notre échange de ce soir sur ce mandat, le nouveau quinquennat du président Denis Sassou Nguesso. Ce mandat étant potentiellement le dernier, faut-il s'attendre à ce que ce quinquennat soit celui de la préparation d'un dauphin ou d'une transition politique majeure? Très bien. Je disais il y a quelques secondes, c'est potentiellement, le mot a un sens. Vous avez dit potentiellement. Ça veut dire que vous doutez même vous-même que ça soit le dernier. Bien, prenons potentiellement. Alors, en principe, ça sera le mandat transitoire. Vous parlez comme Vivien, même si le contenu n'est pas le même. C'est-à-dire que ce sera le mandat où il devait préparer un dauphin. Mais en réalité, dans une république, il ne revient pas au président de la République de préparer un dauphin pour le succéder. Il prépare un dauphin dans son parti. Le dernier mot revient au peuple. Ça, c'est le 1. J'ai dit ici que ça sera le mandat le plus difficile et ça risque d'être le mandat le plus nul. Pourquoi? Parce qu'ayant ouvert une perspective de départ, de passer le témoin, il ouvre une voie à la bataille de succession que l'on observait depuis un certain temps. Ça veut dire quoi? Il y a des prétendants au trône au sein de sa structure politique dans le parti, au sein de sa structure familiale, au sein de sa structure amicale. Et dans le cercle, vous avez ceux qui se présentent comme potentiels successeurs. À partir de ce moment-là, la lutte de succession est engagée. Or, lorsque la lutte de succession s'engage, il sera difficile aux individus de faire le véritable travail que de se surveiller les uns et les autres et poser les pots de banane pour faire tomber autrui. Donc, ça sera le mandat le plus compliqué. Et à force de se battre pour la succession, de concentrer toutes les énergies sur la succession, ils vont oublier la véritable mission, qui est celle de répondre aux besoins des populations. Mais j'avais dit ici sur ce même plateau que lorsque nous avons vu ce qui s'est passé, à la fois c'était dans quelle localité?
au commerce agro-pastoral qu'ils ont organisé. La première édition de la foire agricole. Bien. Quand nous avons vu... À Mingali. À Mingali, quelque chose de comme ça. Quand nous avons vu les acteurs qu'on a présentés comme étant les agriculteurs, où en suivant un média ici, où le ministre a dit qu'il ne connaissait pas ces gens-là, ça pose un problème. Et qu'il n'a pas été consulté. Pourquoi le président que voilà les opérateurs agricoles. J'ai suivi le ministre sur votre média. C'est la propagande. Et lorsqu'on est dans la propagande, on est très loin de la réalité. Deuxième chose, nous avons vu le déroulement de la campagne. On a vu comment chacun se battait à mobiliser 2 ou 3 individus. Troisième chose, on a vu le déroulement des élections. Quand on a vu tout ça, vous observez, vous voyez avec l'œil de l'observateur, on voit tout ça. On se dit, il sera difficile, alors très difficile, pour que le mandat-là puisse réussir. Et pendant que nous sommes, pendant qu'on y est, le président est soumis à un chantage. Parce que ce chantage-là s'observe sur les réseaux sociaux. Vous voyez telle personne qui commence à faire les éloges d'un tel ministre. Non, tel ministre a fait ceci, si vous ne le conduisez pas, ça sera vraiment pas bien. Voilà. Bon, le premier ministre qui a fait ceci, c'est pas bien. Telle personnalité est mieux pour être premier ministre, il a géré ceci. C'est un chantage et un conditionnement qu'on fait à l'adresse du chef de l'État. Maintenant, le président doit rester souverain. Qu'il pense au Congo enfin, pour une fois dans sa vie, qu'il pense au Congo avant de partir. Tous les gouvernements qu'il a fait, ce sont les gouvernements de récompense. Surtout depuis la guerre de 5 juin. Mais il ne va pas récompenser les individus tout le temps. D'ailleurs, ceux qui lui ont aidé à revenir au pouvoir, en 1997, il y a certains qui sont là, qui ne sont plus. La vie est dynamique. Il faut qu'il pense que nous sommes au 3e millénaire, il y a des enjeux, il parle de l'agriculture, ce n'est plus l'agriculture qu'on va faire avec les houes, comme ma mère au village là-bas. Ça va être mécanisé. Mais il faut mécaniser l'agriculture. Pour mécaniser l'agriculture, il faut former les gens. Il faut choisir les gens. Il doit tenir compte de l'expérience néfaste ou les expériences malheureuses des échecs accumulés. Village agricole. D'un coup, de ceci. Les fonds de soutien à l'agriculture ont disparu. C'est qui le responsable? Et vous voyez qu'on propose des gens comme ça pour être Premier ministre. Non, mais il ne faut pas se moquer des Congolais jusqu'à ce point. Nous attendons le président au rendez-vous. Je vois les figures qu'on met sur les places publiques, tel est le Premier ministre, tel est le Premier ministre. Je dis, personne de ces gens dans les Premiers ministres. Il faut les balayer. Docteur, poursuivons. Denis Sassou Nguesso succède à lui-même avec des défis sociaux persistants comme les arriérés de bourse, des retraités ou l'accès à l'eau et l'électricité. Quelle est l'urgence absolue à résoudre immédiatement? Nous sommes dans l'urgence généralisée. Et c'est là où c'est plus compliqué. Où est-ce qu'on commence? Tout est urgent au Congo. Présentement, tout est urgent. Et c'est une raison de plus pour lui de balayer au moins 90% de ce gouvernement, qui est brillé par des chèques retentissants. Tout est urgent aujourd'hui. Vous avez aujourd'hui les étudiants qui cumulent les arriérés de bourse. Vous avez les agents de la mairie. Vous avez une catégorie d'enseignants de l'université Madame Guabé qui sont 13 mois sans être payés. Il y a des arriérés là-bas aussi. Vous avez les retraités, n'en parlons plus. Des questions d'eau et d'électricité. Donc, le volet social, tout est bloqué. Il faut commencer par où? Non, ici tout est urgent. Ça veut dire que le volet social, je mets l'accent sur le volet social. Le volet social, il faudrait que dès longtemps, comme disait le président Yemi Opango, paix à son âme, il disait qu'il ne faut jamais rater le début. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Il faut donc que les nouveaux ministres qui arriveront, chacun doit commencer dès le départ et de mettre les bouchées doubles. Mettez l'accent sur le social, mais quand vous mettez l'accent sur le social, vous avez le volet sécuritaire qui vous attend,
quand vous mettez l'accent sur le Congo, vous avez l'économie qui vous attend. Donc, vous voyez que le Congo, c'est encore un chantier. Ça démontre que les 5 ans passés n'ont servi à rien. Il faut donc mettre l'accent, le bouchée double, commencer par nettoyer des personnes, des individus, des personnalités qui vont s'occuper de la charge ministérielle, trouver les ministres dynamiques, et avec un cahier de charges. On vous évalue dans 2 ans, vous ne faites absolument rien, on vous fait dégager. Il faut changer de méthode. Il faut changer de méthode. Il faut adopter ce qu'on appelle en sciences politiques le NMP, le nouveau management public. Le nouveau management public. Il faut appliquer à certains niveaux les méthodes du privé dans le public. Vous nommez les ministres avec un cahier de charges. Alors, nous avons lu dans le projet du président de la République où il devait privatiser certains acquis ou bien certaines structures de l'État, comme les banques. Je pense que ça sera l'erreur. On peut structurer ces structures. Vous mettez des personnes de qualité à la tête de ces structures. Je suis contre ce virage néolibéral que le pays est en train de prendre. Je suis vraiment contre ce virage néolibéral que le pays est en train de prendre. C'est comme si nous n'avons pas des gens capables de faire ce travail. Or, ici, c'est parce qu'on célèbre la médiocratie lorsque les nominations sont faites sur la base de l'allégeance, sur la base de la récompense et non du mérite. On se retrouve dans le tosolia, tosobika, c'est-à-dire obéis et tu manges. Mais là, on va se retrouver dans une configuration où vous avez d'un côté le courtisan, le courtisé, et vous avez de l'autre les courtisans. Or, quand on se trouve dans cette configuration de pays stable, parce que personne n'est sincère, on vient courtiser le chef pour faire ceci, et le chef se sent courtisé, bon, on lui dit, monsieur le président, vous êtes beau, vous êtes ceci, et rien ne marche. Il faudrait que le président prenne le bâton du PDR. C'est son dernier mandat officiellement. Je précise officiellement. Parce que moi, je ne vois pas. Le président de la République, quand qui est encore sur ses 2 pieds, peut marcher et accepter de céder le pouvoir et aller s'installer dans son village. Et on va parler du Congo là où il n'est pas. Je ne pense pas. Docteur, le projet de société prévoit de mobiliser 5 000 milliards de francs CFA pour accélérer le développement avec la corruption qui gangrène certains secteurs. Comment le chef de l'État compte-t-il s'y prendre pour sécuriser ces fonds? Même si on donnait... il parle de 5 000 milliards ou 25 000 milliards? 5 000 milliards. Même si on donnait 25 000 milliards, avec l'élite là, ça ne marchera pas. Parce que l'élite que nous avons, vous évoquez la corruption, mais l'élite que nous avons met à la figure du monde, de jour, les comportements qui vont dans le sens de développer le sous-développement. Je sais si vous comprenez. Nous avons une élite prédatrice, jusseuse jusseuse, prédatrice, qui passe le temps à développer des comportements, à poser des actions qui vont dans le sens de développer le sous-développement. Dans cette configuration, le développement ne viendra pas, puisqu'il travaille non pas pour le développement, mais pour le sous-développement. Au lieu de développer le développement, il développe le sous-développement par la dilapidation des fonds. D'ailleurs, quand le président lui-même dit que les voleurs, il travaille avec les voleurs. Ils volent quoi? C'est le deniers public. Le premier mot, vous savez, je discutais avec un ancien ministre. D'ailleurs, je peux citer son nom, le professeur Chomambe. Il me dit, fiston, la société se construit par les meilleurs. Les élites, quand vous entendez parler de lui, ici tout le monde est élite. Les élites, ce sont les gens qui ont accédé dans leur domaine respectif à un certain niveau de connaissance, de savoir, d'expertise. Bon, on peut aussi parler des élites, puisqu'il y a ce qu'on appelle les élites des brigands. C'est-à-dire ceux qui ont accédé dans leur domaine de corruption, de voler, ils sont experts de la surfacturation. Comment avec une élite pareille vous pensez développement?
Donc cette configuration de développement ne viendra pas, madame. Parce que les gens travaillent à développer le sous-développement qui a développé l'État. Et le sous-développement se développe à travers les comportements que ces élites, brigands d'ailleurs, développent au quotidien. Vous êtes dans une structure, il y a l'argent qui rentre, vous confondez une confusion honteuse entre votre caisse et entre votre poche et la caisse de l'État. Quand le président arrive à parler, depuis 2009, il évoque, il revient sur cette situation, ça montre que le mal est profond. Le chef voit le diable. Il y a eu, je crois, en 2018, le président s'était nommément là où, entre la route de Mukondo, entre Mazala et comment vous appelez ça? La télévision congolaise, il donnait le nombre exact des ampoules et des batteries que les menus frétés avaient pris. Mais il est incapable de déceler le nombre de milliards qui disparaissent chez lui-là. C'est curieux quand même. C'est curieux. Donc, c'est 5 000 milliards. Donnez même 100 000 milliards en dollars, si vous voulez. Avec l'élite là, ça ne marchera pas. Pendant les élections, je vous disais, qu'on va voir que, avant, à quelques jours de l'élection, ils vont bricoler quelques travaux, et après l'élection, vous allez voir. Combien de chantiers sont abandonnés dans la ville de Brazzaville? Ils sont venus avant l'élection, ils ont essayé de faire. Vous prenez, et je parlais avec les éléments à l'appui, vous prenez l'avenue de l'intendance. On a commencé à bricoler, on va faire, ils n'ont pas fait. L'avenue Jacques-Opangoué là. On peut citer autant. La route, le Pointe-Noire, la grande avenue qui quitte le rond-point sympathique pour arriver jusqu'à Mingo. On nous a vanté ça que ça devait se faire. On n'a pas vu. Parce que ces élites sont soucieuses, prioritairement, de leur tube digestif. Et lorsque vous avez une élite comme ça, qui n'est pas moralement au point, qui confond, au fait, qui n'a pas peur de la République, c'est difficile de partir d'un point A vers un point B. Moi, je pense que pour arriver au développement, comme vous dites, il faudrait que nous ayons une justice de qualité pour redresser le niveau de mentalité que nous avons aujourd'hui. Je vous ai dit, des jeunes hommes à qui on a de parti à responsabiliser pour mobiliser les gens et puis disparaître avec l'argent. Docteur, nous arrivons à la fin de notre échange de ce soir. Une dernière question avant de nous quitter. La lutte contre la corruption constitue-t-elle enfin un combat frontal pour ce mandat? Et si oui, quels sont les leviers que le pouvoir doit actionner pour être efficace? En principe, ça serait le cas. En principe, ça serait le cas. Mais je ne pense pas que le président va combattre sérieusement la corruption. C'est cette corruption qui fait vivre le pouvoir. On a vu certaines images pendant la campagne. Et on a suivi les Congolais qui ont réagi. On a vu les images. On a vu les images. J'ai dit on a vu les images pendant la campagne. Alors, ce sont des signes annonciateurs que le Congolais, que le président ne va pas frontalement combattre la corruption. Il va combattre qui et laisser qui. Vous savez, tout pouvoir s'appuie toujours sur des leviers pour se perpétuer. Soit, vous faites comme la Corée du Nord. Et là, vous avez la chicotte. Ou la Chine, par exemple. Vous redressez par la force de la loi. C'est-à-dire, vous inscrivez au niveau, au stade où se trouve notre pays. Vous devez inscrire la cruauté dans la gouvernance. Être sévère avec l'élite prédatrice, dont la véritable mission est de développer le sous-développement. Soit, vous procédez par la distribution. Et votre capacité distributive fera en sorte que, puisque vous voulez que vous voulez durer au pouvoir, il faut laisser les gens voler. Les gens se servir. En fait, on n'est pas sorti
comment vous appelez ça, de la transition flexible de 97 à 2002, qui était considérée selon les imaginaires comme une période de récompense de l'effort de guerre, c'est de l'aristocratie guerrière. Et ça se poursuit. Les gens n'ayant plus rien à piller, pillent l'État. Et ils font du chantage au chef de l'État. Mais ils se mettent à l'abri à travers des techniques. On prend par exemple, on sait comment la personne est proche du chef, on le met dans le coup. Et ça rend inefficace le commandement. Lorsque vous savez que telle personne qui m'est proche est impliquée, telle personne qui m'est proche est impliquée, tel collaborateur est impliqué, et finalement, qu'est-ce que vous allez faire? Casser la maison? Est-ce que vous aurez les moyens nécessaires pour reconstruire les mêmes maisons? C'est pourquoi à un certain moment, le passage du témoin devient nécessaire, devient impératif. Maintenant, c'est à lui de voir. Moi, je ne pense pas que le président va lutter contre la corruption. D'ailleurs, je vais citer par là. Lorsque le Premier ministre, nouvellement nommé, dit « Je vais faire de la restauration de l'autorité de l'État ma priorité », j'ai dit « Programmer pour échouer ». Vous voyez, moi, nous entendons comment est-ce que parfois certains trucs qu'il a eu avec certains ministres jugés plus obèses en termes de fonction et en termes de l'épaisseur dans l'architecture du gouvernement du pouvoir. Il s'est heurté parfois l'opposition de tel ou tel individu très obèse par rapport à sa puissance. Donc, c'est difficile. Surtout que les gens sont dans la perspective de la succession. Ne perd pas cet élément de vue. Il ne faut pas qu'on perde cet élément de vue. La bataille de succession est déjà claire, ça se voit. Les gens se positionnent. Il suffit de lire ce que... rentrer dans le groupe où il y a des Atarakoula, vous allez voir, vous comprenez ce qui se passe. Il faut faire très attention. Il revient au président de prendre des mesures nécessaires. Il faut que ce soit des mesures courageuses. Mais au regard du délabrement avancé de son entourage, quand je dis entourage, vous avez le gouvernement, vous avez le DG, vous avez tout ce monde-là, qui, la plupart, sont pourris jusqu'à la mort d'épinière, il sera difficile de redresser. Il sera difficile. Sauf s'il laisse à la justice la liberté de travailler et d'aller jusqu'au bout des dossiers. Mais nous avons malheureusement l'exemple de M. Lamine Nguélé. Le cas de M. Lamine Nguélé est encore là devant nous. Qui, après avoir mené les investigations sur un certain nombre de dossiers, qu'il a déposé par voie judiciaire au parquet, quelques jours plus tard, il a été débarqué et on l'avait accusé de salir les cadres. Celui qui l'avait dit, c'était un ministre qui est au gouvernement. Ministre d'État. Il dit non, il faut éviter de salir les cadres. La réunion s'était tenue au FEPACO. J'étais dans la salle. Donc, il revient au président de prendre les décisions qui s'imposent, des décisions courageuses pour redresser le pays. Merci, docteur, d'être passé. Je vous en prie, madame. Merci à vous, chers internautes de Téléka Média, de nous avoir suivis. L'information continue sur Téléka Média. Suivez-nous sur notre chaîne YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. On se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci, portez-vous bien.